Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un concept psychologique aussi subtil que destructeur, les tests de loyauté narcissique. La loyauté. C'est une vertu que notre société valorise, un pilier des relations saines, un ciment pour les familles, les amitiés, les équipes. Mais que se passe-t-il lorsque cette vertu est dévoyée, transformée en une arme de contrôle et de manipulation? Si vous avez grandi au sein d'un système familial narcissique, vous connaissez cette sensation jusqu'au plus profond de votre être. Il existe une exigence de loyauté absolue, presque un code d'honneur de clan, qui régit ces systèmes. Et c'est précisément cette attente déformée de loyauté qui est à l'origine de la plupart des blessures infligées dans ces relations toxiques. Bien que particulièrement intense dans le cercle familial, où plusieurs personnes exigent cette allégeance, ce mécanisme se retrouve dans toutes les sphères de la vie. Les individus à la personnalité narcissique attendent de vous un niveau de loyauté irrationnel, presque fanatique. Cette pression est souvent le moteur principal de la culpabilité et de la blessure morale que ressentent les victimes, les poussant à tolérer l'intolérable. Voyons comment cela se manifeste concrètement. C'est au sein de la famille que ce culte de la loyauté est le plus visible et le plus pervers. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Dans la famille Martin, on se serre les coudes. C'est un mantra puissant, une façade respectable. Mais en réalité, c'est souvent un code pour dire « Certains membres de cette famille ont des comportements inacceptables, voire destructeurs. Ils pourraient même te faire du mal, mais tu n'as pas le droit de dire un mot. Si tu parles, tu es déloyal, car nous, la famille, devons rester unis. » Cette règle du silence invoque l'illusion sacrée des liens du sang, l'adage que la famille passe avant tout. Elle transforme l'obligation de se taire face à l'injustice, à l'invalidation et au mauvais traitement en une preuve de loyauté familiale. Vous êtes pris au piège. Votre propre malaise, votre sentiment d'insécurité, vous commencez à l'interpréter non pas comme une réaction saine à une situation toxique, mais comme un signe de votre propre déloyauté. Et si vous osez insister, si vous continuez à pointer du doigt les dysfonctionnements, alors le problème, ce n'est plus le comportement abusif, c'est vous. Vous devenez celui qui fait des histoires, celui qui trahit le clan. Cette dynamique exploite nos peurs humaines les plus fondamentales. La peur de l'ostracisme, de l'aliénation, de l'isolement. L'être humain a un besoin viscéral d'appartenir à un groupe, même si ce groupe est une famille dysfonctionnelle. Pour un enfant, cette situation est un piège sans issue. Un enfant ne peut pas se permettre de perdre le soutien de sa famille. Être étiqueté comme déloyal, comme celui qui défie la tribu, est un poids insupportable. L'enfant finit par céder. Il apprend à prétendre que ce qui se passe n'arrive pas. C'est là que s'enracinent des schémas psychologiques dévastateurs. Le trouble de stress post-traumatique complexe, la dissociation et une profonde autoculpabilisation sous la forme de « c'est moi qui suis mauvais ». Pour renforcer ce code du silence, certaines familles cultivent des légendes, des récits édifiants sur les membres qui ont été exclus pour leur déloyauté. On ne parle plus beaucoup à l'oncle Charles, tu sais, il n'a pas été loyal. Ces histoires fonctionnent comme des avertissements. Pour un enfant, l'idée d'un parent errant seul dans le monde, abandonné parce qu'il a trahi la famille, est terrifiante. C'est une menace voilée qui garantit la soumission. Avec le recul, bien sûr, on comprend que cet oncle Charles était probablement le seul lucide, celui qui a eu le courage de partir et qui vit aujourd'hui une vie bien plus saine, loin de la toxicité du clan. Dans les relations de couple, l'accusation de déloyauté est souvent un outil pour isoler la victime. Le partenaire narcissique part du principe que la relation doit être le centre absolu de votre univers. Tout ce qui existe en dehors est une menace. Choisir de passer une soirée avec des amis, partir en week-end avec votre famille, ou simplement avoir un jardin secret est interprété comme un acte de déloyauté. Maintenant que nous sommes ensemble, je devrais être ta seule priorité, sous-entend-il. Toute tentative de maintenir une vie personnelle, des amitiés ou des centres d'intérêt qui ne les incluent pas est perçue comme une trahison. L'hypocrisie atteint des sommets lorsque le partenaire narcissique, qui vous a peut-être lui-même trahi à de multiples reprises, vous accuse de manquer de loyauté. L'hypocrisie, pourrait-on dire, est l'un des langages de l'amour dans une relation narcissique. Ne pas être d'accord avec leur opinion, prendre le parti de quelqu'un d'autre dans une discussion anodine, tout cela peut être qualifié de prise de position contre eux,
et donc de déloyauté. Pour une personne qui se considère sincèrement comme loyale, cette accusation est une blessure profonde et déroutante. En amitié, le schéma est similaire. L'ami narcissique peut vous voir comme déloyal si vous vous faites de nouveaux amis ou si vous ne l'incluez pas dans chaque nouvelle sphère de votre vie. Il s'autorise une liberté totale, mais cherche à contrôler vos fréquentations. Un vieil ami peut utiliser l'ancienneté de votre relation comme une arme. Je te connais depuis toujours, et tu les choisis eux? Quelle déloyauté! Vous vous sentez piégé, comme si vous deviez choisir entre votre passé et votre présent, incapable de vous épanouir sans leur permission. Enfin, il y a le milieu professionnel. La loyauté envers l'entreprise est souvent présentée comme une valeur cardinale. Mais dans un environnement de travail narcissique, dirigé par un manager ou un patron de ce type, cette valeur est pervertie. Questionner une politique injuste, c'est être déloyal. Refuser de travailler bien au-delà de vos heures sans compensation, c'est être déloyal. Envisager de chercher un meilleur poste ailleurs, c'est une trahison. Ces accusations sont des outils de contrôle. Elles permettent de manipuler les employés, de remettre en question leur engagement et de justifier pourquoi ils ne reçoivent pas de promotion. Récemment, avec l'évolution des modes de travail, on voit même des managers accusés de déloyauté les employés qui souhaitent conserver un mode de travail hybride, affirmant qu'ils ne jouent pas le jeu de l'équipe ou ne participent pas à la culture d'entreprise. D'où viennent ces accusations de déloyauté? D'abord, d'un sentiment de droit exacerbé. La personne narcissique estime avoir droit à tout de vous, votre temps, vos pensées, votre vie. Toute tentative d'exister en tant qu'individu séparé est une offense. Ensuite, elles servent à fuir toute responsabilité. En vous accusant d'être déloyal parce que vous avez souligné un de leurs comportements blessants, ils détournent l'attention. Le problème n'est plus leur acte, mais votre réaction. C'est une forme de gaslighting, vous devenez le problème. Cette accusation est aussi un moyen d'étouffer votre individualité. Comment oses-tu être toi-même? Comment oses-tu faire quelque chose pour ton propre bien-être? L'étiquette de « déloyal » est un moyen efficace de vous maintenir dans une version de vous-même qui arrange le narcissique, mais qui n'est pas votre véritable identité. Dans les systèmes de groupe, que ce soit une famille ou une entreprise, cette dynamique devient encore plus sombre. Le leader narcissique, qui détient le pouvoir, récompense les plus loyaux. Et pour être désigné comme loyal, il faut souvent être prêt à trahir les autres. Imaginez confier un secret, une vulnérabilité, à un membre de votre famille. Au lieu de vous protéger, cette personne court rapporter vos propos aux parents narcissiques pour gagner ses faveurs, pour être celui ou celle qui est dans les bonnes grâces. Vous êtes alors doublement trahi, par la personne en qui vous aviez confiance et par le système qui vous punit pour votre vulnérabilité. Ce jeu de pouvoir, où chacun cherche à plaire au leader en sacrifiant les autres, est l'essence même de la triangulation. Au travail, cela se traduit par des employés qui rapportent les moindres faits et gestes de leurs collègues au patron narcissique, non pas pour le bien de l'entreprise, mais pour leur propre avancement. Le patron encourage cette culture de la délation, créant un environnement de peur et de méfiance où seuls les « béni oui-oui » survivent. On nous apprend que la loyauté est une bonne chose. Et dans un contexte sain, elle l'est. Mais dans les relations narcissiques, la loyauté est un engagement à sens unique. C'est une arme pour maintenir les gens dans le rang et pour réduire au silence ceux qui osent diverger. La guérison commence par la remise en question de cette identité de « personne déloyale » qui vous a été imposée. Beaucoup de survivants disent « Je croyais vraiment que je n'avais pas l'esprit d'équipe. Je croyais sincèrement que j'étais quelqu'un de déloyal. » Il faut du temps pour reconstruire la certitude que vous étiez loyal, mais que ce qu'on vous demandait n'avait rien à voir avec la véritable loyauté. La vraie loyauté n'est pas unilatérale. Ce n'est pas un test permanent, ni une arme. La loyauté ne vous demande jamais d'agir en violation de vos propres valeurs, de votre éthique ou de votre bien-être. Le test ultime de la loyauté narcissique survient lorsque l'on vous demande de faire quelque chose que vous ne pouvez moralement pas faire. C'est une tactique courante dans les systèmes sectaires. La loyauté est cimentée en forçant quelqu'un à violer ses propres principes. La blessure morale et le dégoût de soi s'accumulent. Et le jour où vous dites enfin « Non, je ne peux pas faire ça », toutes vos années de loyauté sont instantanément oubliées.
Dans le monde narcissique, c'est tout ou rien. Votre parcours de guérison consiste à redéfinir la loyauté. Il s'agit de passer d'une loyauté forcée envers un système toxique à une loyauté inébranlable envers vous-même. C'est un chemin qui peut prendre du temps, mais c'est le seul qui mène à la liberté et à des relations authentiques. Explorer ces dynamiques est le premier pas vers la guérison. Si cette réflexion a éclairé votre parcours, n'hésitez pas à la partager. Elle pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver ses propres réponses et à se sentir moins seul.